pour ma présentation, donc moi je vais parler des groupes cryogéniques, mais je vais essayer d'étendre un petit peu la réflexion pour parler plutôt de la mobilité propre et silencieuse pour, dans le transport frigorifique pour le poids lourd. Donc l'intérêt qu'on a avec les offres d'Air Liquide, c'est qu'on couvre toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur pour la production, de la production jusqu'à la distribution. Parce que en fait, les groupes cryogéniques appelés Bluease et qui fonctionnent à l'azote liquide en injection indirecte, donc même si on met la tête dedans, on ne craint rien, pour répondre à la réflexion de tout à l'heure, parce que c'est de l'injection indirecte. Donc on injecte de l'azote liquide dans un échangeur, après donc on évapore, on extrait toutes les calories et frigoriques qui sont dans l'azote, et après on le met aux petits oiseaux. Donc le système, il y a un système d'alarme qui est à l'intérieur avec un détecteur d'oxygène qui donne la concentration d'oxygène à tout moment à l'intérieur de la caisse, et il y a des systèmes de sécurité, des boucles de sécurité. S'il y a la moindre fuite d'azote à l'intérieur, eh ben, on arrête le système pour la réparation. Donc on est bien conscient de l'aspect anoxie de l'azote. Et bon, inutile de vous rappeler que chez Air Liquide, la sécurité est d'abord avant tout. Donc ce point-là a été considéré dès le premier développement. Juste pour l'histoire, les groupes cryogéniques, en fait, on voit aujourd'hui une nouveauté sur le marché, mais c'est quelque chose qui a été déjà développé depuis les années 60. Mais c'était de l'injection justement directe, et non pas de l'indirect. Donc l'indirect, c'est relativement nouveau. Et Air Liquide a abandonné l'injection directe, justement pour des raisons de sécurité. Donc, finalement, comme vous voyez ici, le groupe cryogénique Bluease, en fait, c'est une partie de puzzle dans une globalité d'offres pour une distribution urbaine propre. Donc on peut rajouter également des offres liées à tout ce qui est biogaz, que ce soit sous forme liquide, donc du LNG ou du CNV, et également des offres qui utilisent de l'hydrogène pour tout ce qui peut être un vecteur énergétique de demain, que ce soit pour la mobilité. On a déjà quelques utilisations dans les entrepôts frigorifiques, par exemple, pour la manutention des chariots élévateurs fonctionnant avec des piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène. Je vais bien rappeler tout ça pour mettre dans l'esprit que les groupes cryogéniques, en fait, c'est une partie du puzzle. Et l'idée, c'est d'avoir l'ensemble pour créer toute une chaîne de valeur intéressante et innovante. Donc notre vision de demain, en fait, c'est d'aller vers ce système-là, c'est d'aller vers des systèmes plutôt multi-énergie, avec des carburants propres, donc le bio-CNG pour la motorisation du camion, le bio-LNG également pour les semis, par exemple, et pour le froid, utiliser de l'azote liquide, par exemple. Et l'hydrogène, ça serait également pour demain. Pour demain, pas tout à fait, parce que les stations hydrogène existent aujourd'hui. Il y en a une de démonstration juste à côté de la Tour Eiffel pour alimenter 5 taxis qui roulent à Paris avec de l'hydrogène. Et puis les 3 autres, en fait, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Le 21 juin, donc il y a quelques jours, il y avait l'inauguration d'une station multifluide à côté de Nancy avec le groupe Transalliance, pour distribuer, pour avoir des camions propres, tout à fait propres, donc zéro pétrole, hein, c'est un petit peu ce qu'on cherche, c'est un petit peu, en tout cas c'est notre vision, c'est que demain, il faut y aller vers la solution, quelle que soit la solution technologique qui est derrière, mais plutôt vers une solution zéro pétrole. Donc une motorisation à base de hydrogène, bio-CNG ou bio-LNG, et une production du froid propre et silencieuse, type cryogénique, Bluease par exemple. Alors les défis qui sont derrière, vous les connaissez, mais je vais les rappeler très rapidement. Donc il y a des enjeux bien sûr environnementaux, de santé publique. Donc le bruit, c'est un driver très fort du marché, normalement dans la distribution urbaine. Les émissions polluantes, donc quand on parle des émissions polluantes
de grâce, ne mettez pas l'azote. Donc on parle plutôt de CO2, on parle des particules fines surtout, qui ont un impact énorme sur la santé humaine. Et puis il y a des enjeux bien sûr économiques, en termes de productivité, en termes de taux d'utilisation de véhicules. Ce qui intéresse les clients, c'est d'abord ça, les coûts externes. Il y a des enjeux de massification et de mutualisation. Et puis il y a bien sûr des enjeux qui sont liés à l'image, sans oublier tout ce qui est bien sûr chaîne de froid. Avoir quelque chose qui est autonome, et les groupes cryogéniques qui sont également des groupes autonomes, ça veut dire qu'on peut avoir le froid tout le temps, dans toutes les phases de fonctionnement du camion, qu'il soit sur la route ou à l'arrêt. Et le chaud. Et le chaud également, on peut fournir le chaud parce qu'on a également... Non, on a un système à base de batterie qui permet de faire le chaud pour faire le maintien. Donc si on transporte du frais, il fait moins de 10 dehors, on peut maintenir le zéro à l'intérieur, sans problème. Un système de chauffe qui sert également pour le digivrage parce que nos échangeurs aussi givrent, bien sûr. Et donc il y a un système de digivrage intégré par batterie électrique, par résistance électrique, tout simplement. Donc l'offre Blueise, certains parmi vous la connaissent déjà, mais je la rappelle très brièvement. Donc elle est basée sur 3 piliers. Et donc l'intérêt, c'est que vous avez un seul interlocuteur, à la fois pour l'approvisionnement en gaz, donc en l'occurrence l'azote liquide, parce que Air Liquide a un savoir plus que son partenaire dans la production des gaz cryogéniques. Donc on vous installe le bidon que vous voyez ici, de l'azote liquide, la station qui va bien pour le remplissage rapide. On peut aller jusqu'à 100 litres minute, ça veut dire on peut remplir nos réservoirs en 5 minutes. Donc l'équipement embarqué, c'est le deuxième pilier, donc c'est le groupe froid. Alors le groupe froid, je vais revenir juste un petit peu plus tard. Et bien sûr, le troisième pilier très intéressant, c'est le service. Donc un service 7 sur 7, 24 sur 24 en France aujourd'hui. Donc revenons au système froid. C'est une installation qui est relativement simple. Vous voyez ici un schéma éclaté très simple du système. Donc vous avez en fait du réservoir, un réservoir embarqué dont la taille peut varier selon la taille du camion. En fait on a trois types de réservoirs. Le plus petit fait du 430, 650 et jusqu'à 930 pour les semis. S'il le faut, on peut mettre, ça dépend des configurations des châssis de camions, on peut mettre jusqu'à 2 réservoirs. Vous êtes constructeur de groupes frigorifiques? On est constructeur et agréé par le Semafroid comme constructeur de groupes frigorifiques. Donc on a le réservoir, donc ça c'est un savoir-faire cryogénique avec sa boîte à vannes pour distribuer le froid dans les échangeurs. Et puis des échangeurs modulables. On peut mettre 1, 2, 3, donc on peut aller jusqu'à tripartie dans la zone du camion. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc c'est une technologie sans moteur, hein. Le seul moteur c'est la pression du réservoir. Il n'y a pas de pièce tournante, hormis le ventilateur. Donc inutile de dire qu'en termes de silence, c'est inégalable parce qu'il n'y a rien de l'extérieur, il n'y a rien. C'est une technologie sans HFC, sans fluide frigorigène. Et il n'y a pas d'adaptation requise de la motorisation camion. Je reviens juste par rapport au certificat d'énergie, donc c'est quelque chose qui a été rappelé tout à l'heure, on a travaillé avec l'ADEME sur les certificats d'énergie, et la fiche en cours qui a été présentée, nous on l'a présentée pour l'azote et on voulait inclure les autres technologies cryogéniques, notamment le CO2. Donc aujourd'hui avec l'ADEME, on a certifié que l'utilisation de la cryogénie type Blueise, donc avec l'azote liquide, peut apporter jusqu'à 11% d'économie d'énergie primaire. Plus exactement, 5% en surgelé et 15% en frais. Et donc on fait le mixte du marché, parce que le marché français, il est 20%, 30% surgelé, 70% frais. Donc vous faites la multiplication, vous allez arriver au chiffre que je viens d'annoncer.
Et donc on attend, comme disait tout à l'heure notre confrère, donc on attend les chiffres de l'ADEME concernant le CO2, parce que nous on a fourni tous les chiffres pour l'azote, donc on attend la certification, enfin les chiffres de l'ADEME pour le CO2, pour sortir une fiche d'économie d'énergie pour la CRIO de façon globale, qui intègre l'azote et le CO2. Et si je vous ai mis un petit tableau qui récapitule un petit peu le niveau de puissance qu'on peut avoir, là encore on est sur le poids lourd, hein. Donc on a 3 types d'échangeurs, un petit, un moyen et un large, qui est en fait l'association d'un moyen et d'un petit. Donc vous voyez ici un aspect qui est modulaire, qui est très important. Quand on a 2 échangeurs, pareil en termes de digivrage, on peut faire fonctionner l'un et on digivre l'autre. Donc ça c'est des fonctions qui sont intégrées. Et on peut aller jusqu'à des puissances de 14 000 watts à 0 degré. Et des puissances très proches à moins 20. Et là, vous parlez tout à l'heure de vitesse de débit d'air, donc on a ici les débits d'air qui sont associés pour chaque échangeur. Alors, rapidement sur la partie pollution, donc ça c'est également des chiffres qui ont été validés avec l'ADEME, donc avec l'utilisation de l'azote en tant que vecteur du froid. Donc ça permet de réduire de façon très notable les niveaux de particules, notamment jusqu'à 90% des émissions de particules fines. Et les émissions de CO2 par rapport à un groupe classique, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Alors juste au début j'ai dit je vais étendre la réflexion, donc en fait notre réflexion est la suivante, c'est que l'association parfaite de demain pour nous, en tout cas, et notamment pour les semis, ça sera l'association de LNG pour la motorisation et l'azote pour le froid. Voilà. Aujourd'hui, il n'existe pas de pompe hors pompe client. Les stations, vous voulez dire ? Des stations. Les stations. Donc justement, donc là, je viens de dire qu'il y avait une migration de stations dans l'Est. Il y a des projets très avancés en ce moment de 6 stations en France. Alors l'avantage de ces stations qu'on est en train de monter un petit peu partout en France, c'est des stations qui sont publiques, d'accord. Et des stations Bleuis, il y en a une petite dizaine en France aujourd'hui. Après, comme toute technologie, le ramp-up de la techno, ça prend un petit peu de temps et c'est tout à fait normal. Et donc l'infrastructure, en fait, l'infrastructure c'est un élément clé dans la distribution, dans le développement de la techno. Et la distribution du gaz, c'est un élément clé. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que l'avantage de cette techno, c'est que vous avez un seul interlocuteur. Et Air Liquide, il est présent sur toute la chaîne de valeur, parce qu'on produit le gaz, on le distribue, on a le système froid qui va bien, et on fait de la maintenance. Et le biogaz aussi, on est producteur de biogaz, comme d'autres confrères. Il y a un monopole, quoi. Pardon ? Il y a un monopole. Non, non, pas dire ça. Pas fort. Non, le biogaz par exemple, il y a des gens comme Engie par exemple qui le font également. Mais voilà, avoir la double casquette de producteur de gaz, distributeur de l'ensemble et avoir l'offre unique packagée, je pense qu'on est les seuls. Ces 10 stations Bleuis, elles sont publiques? Alors, pas toutes. Combien il y en a de publiques? Aujourd'hui, pas beaucoup. Mais c'est-à-dire? Il y en a une à Toulouse. Merci. Mais on a commencé avec les clients qui nous ont accompagnés dans le développement de la technologie, notamment Steph. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un de Steph ici qui nous ont accompagnés, c'était notre partenaire au départ. Et après, donc, on a étendu l'application pour d'autres. Donc, vous comprenez qu'au départ, on va servir notre client en premier. Et après, c'est quelque chose. Dans tout cas, notre vision, c'est d'aller vers des stations mutualisées, voire des stations publiques. Ça, c'est notre volonté. Ça, c'est clair. Donc, on mettra l'investissement qu'il faut pour le faire. Mais comme on est au début de la filiale, c'est normal qu'on commence par des stations, entre parenthèses, dédiées aux clients. Et après, voilà, donc je viens de dire qu'il y avait l'inauguration de cette station multifluide, et on aura d'autres en France, il y en a 6 qui sont programmées dans les 2 années à venir, et j'espère qu'il y en aura plein zéro après le 6. D'autres questions? Alors, moi je veux juste faire un clin d'œil par rapport à l'ATP pour ces groupes CRIO.
je ne l'ai pas écrit, mais je vais le dire oralement, c'est que, parce que j'ai vécu quand même l'évolution depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, j'ai testé quasiment tous les groupes, mes groupes Creo ici au SNAFROI. D'ailleurs, je remercie les équipes qui nous ont accompagnés pour ce brillant développement, n'est-ce pas? Et j'ai vu l'évolution de l'ATP qui est bien, mais qui pour moi reste encore insuffisante. Alors je vous donne juste un exemple qui montre l'aberration de ce qu'on est en train de faire comme test ATP. C'est qu'on est en train d'appliquer les mêmes règles pour le froid mécanique, un froid mécanique qui est basé sur un cycle de Carnot, donc de Lecop que vous avez lancé. Et donc tout thermodynamicien même de base, il vous dit bien sûr l'écart de température entre la source chaude et la source froide va impacter sur le corps. Donc il est normal dans l'ATP des groupes frigorifiques de référence qu'on fasse un point à 0 et un point à moins 20 parce que la puissance frigorifique de 0 et de moins 20 est très différente. Ça, c'est incontestable, ça se comprend. Mais quand on teste un groupe cryogénique, en fait, c'est un réservoir de froid qui va distribuer, c'est un cycle ouvert, donc il n'y a pas de cycle de Carnot, il n'y a rien, c'est un cycle ouvert, vous puisez dans un réservoir. Et donc vous voyez ici dans ce tableau-là de puissance, que la puissance à 0 ou à moins 20, elle est quasiment pareille. En fait, de point de vue thermodynamique, ce qui fait la différence, c'est CP delta T. C'est les rendements des évapes après. Voilà, exactement. Donc, mais il se pète la gueule, donc il faut le mesurer. Donc quel est l'intérêt d'avoir des mesures à 0 et à moins 20? On peut tout à fait faire une seule mesure à moins 20, et par calcul, on aura le rendement de l'échangeur, on aura le débit, on aura tout ce qu'il faut pour avoir le point à 0. Donc ça, c'est une amélioration qu'on peut espérer et qui est, à mon avis, qui est tout à fait justifiée. Le pire, c'est que parfois, on nous demande aussi de faire un point à moins 10. Donc voilà. Comme nous. Donc il y a des choses qui sont un petit peu aberrantes. Alors, c'est ça, juste un point. Pour répondre à Mohamed, il ne faut pas oublier aussi qu'on est assujetti à suivre le plus possible l'ATP. Pourquoi? Parce que c'est la seule réglementation qui existe à ce jour pour pouvoir avoir une certification qui soit reconnue dans le domaine du. Moi, je ne jette pas la pierre sur le SNAFROI, je les remercie. Je dis juste que l'ATP de base, pour les groupes cryo, il est mal réfléchi aujourd'hui. Alors justement, actuellement l'ATP n'intègre pas les groupes cryogéniques, du moins les groupes à gaz liquéfié, et on se doit de favoriser l'adoption de cette méthodologie par l'UNES. Et l'UNES, malheureusement, ce n'est pas que la France, c'est tous les pays qui ont contracté à l'ATP. Mais faire accepter à des gens qui ne sont pas techniciens, qui ne sont pas ingénieurs, une méthode différente qui est recevable, c'est quelque chose qui prend du temps. Oui, je comprends. Donc le plus rapide, c'est passer par une méthode de biais, celle qui est proposée actuellement et qu'on suit et qu'on essaie de faire évoluer. Donc moi je suis content que la méthode évolue. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est que cette méthode-là évolue encore vers quelque chose qui est un petit peu... Non, très vite, j'y crois pas, mais au moins les gens qui vont nous défendre devant ces instances-là soient convaincus qu'il y a des aberrations et que ça serait bien de... Ça rejoint ce qu'on disait en introduction quand Juliette présentait, à savoir que la vitesse d'évolution de l'ATP et la vitesse d'évolution technologique, c'est quelque chose qui n'a pas rien à voir, on est d'accord. Et ce que disait Thomas est juste, c'est-à-dire que quand on est face à des gens qui sont en charge d'amender une réglementation et qui, pour la plupart, je dirais presque l'immense majorité, n'ont aucune idée de quoi on parle quand on parle de cryogénie. Non mais c'est pas une caricature, c'est la vérité. Hein. Je l'ai vécu, je peux voilà. Il est très compliqué parce qu'ils veulent la ceinture, les bretelles, le parachute, la totale pour éviter de prendre le moindre risque en faisant évoluer la réglementation. C'est pour ça que c'est aussi très compliqué et que c'est aussi le travail qu'on a nous aussi à notre niveau de persuasion de ces gens-là en disant nous on sait faire parce qu'on travaille avec Air Liquide, parce qu'on travaille avec Thermo King, parce qu'on a vu évoluer des systèmes cryogéniques, on sait comment ils fonctionnent, et on sait les tester. Mais on sait aussi que la méthode telle qu'elle est finie pour les systèmes mécaniques n'est pas adaptée et qu'elle doit être adaptée pour des systèmes particuliers. Et donc on a une certification ATP ou pas? Oui, bien sûr. On l'a? Oui, bien sûr. La conclusion, c'est ça, une certification ATP. Non, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, les puissances qui sont là, c'est des rapports. Ça, c'est des puissances qui sortent des rapports ATP qui sont faites ici. Mais effectivement, c'est tout à fait juste de dire que
autant sur le groupe mécanique, on a une décroissance de la puissance en fonction de la température de sortie d'air, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir ici. Ça, on est bien d'accord. Parce que le fonctionnement est complètement différent. Absolument.